Mon propos sera en deux parties. Première partie sur l'OTAN, sur ce que peut faire et ce que souhaite faire l'OTAN en matière de protection du patrimoine subaquatique. Et je ferai des propos liminaires sur l'organisation de l'OTAN. Et après, je vous présenterai l'opération Sea Guardian, qui fait suite à l'opération Active Endeavour, qui est une opération qui a été déclenchée après les attentats du 9/11 à New York. Alors, qu'est-ce que l'OTAN? L'OTAN, comme vous le savez, mais un rappel n'est pas forcément inutile, est une organisation politico-militaire. Organisation politico-militaire qui fait face, ou qui souhaite faire face à trois missions. Des missions de défense collective, pour protéger les 28 nations qui composent l'OTAN. À ma connaissance, la Grande-Bretagne n'a pas encore quitté l'OTAN. Peut-être que ça arrivera un jour, je ne sais pas. Des missions de réponse aux crises majeures dans le monde et dans les zones d'intérêt, et des missions de coopération avec des partenaires. Voilà, en gros, les trois missions. L'OTAN, c'est donc 28 nations, je le rappelle. C'est donc une instance politique qui prend des décisions ou ne les prend pas. L'OTAN est une organisation militaire qui a des moyens, et ces moyens proviennent des nations qui composent l'Alliance. Donc si elle n'a pas de moyens, c'est bien parce que les nations ne veulent pas lui donner de moyens ou ne peuvent pas lui donner de moyens. Voilà donc une petite introduction sur l'OTAN. Ce que je sais pour une réflexion un peu plus personnelle, l'OTAN, avec l'Union européenne, participe aux 70 ans de paix que nous avons en Europe depuis la Deuxième Guerre. Voilà. Alors, le corps du sujet, l'OTAN et la protection du patrimoine culturel subaquatique, donc responsabilité et potentiel des forces armées marines dans la protection de ce patrimoine culturel subaquatique. Alors, il faut reconnaître que depuis très longtemps, depuis des siècles, les forces militaires ont été impliquées dans des activités qui concernaient la protection des biens culturels subaquatiques. Ce sujet n'est pas connu. Les forces armées aussi ont sûrement contribué à la dégradation du patrimoine culturel du plancher océanique en particulier, qui donne lieu évidemment à une mauvaise compréhension du rôle que jouent les forces armées marines dans la protection du patrimoine subaquatique. Le travail de compréhension que nous voulons mettre en avant se fait depuis 5-10 ans. Alors, je vais prendre deux exemples, les guerres au Sri Lanka et les guerres dans la péninsule coréenne, qui illustrent bien de la manière dont le terrorisme, le pillage et les conflits armés ont abouti à la destruction du patrimoine culturel subaquatique. Donc, la guerre civile du Sri Lanka, donc de 1983 à 2009, a opposé le gouvernement du Sri Lanka et les forces séparatistes des Tigres de libération tamouls. Alors, pendant le conflit, les Tamouls ont organisé et développé une force maritime qui était connue sous le nom de Sea Tigers. L'environnement maritime du Sri Lanka a été fortement détérioré par plusieurs explosions provoquées par ces mêmes Sea Tigers lors d'opérations en mer. Ces opérations et ces explosions ont produit un effet dévastateur sur plusieurs zones d'importance patrimoniale, potentielle ou actuelle. Les mers de la péninsule de Corée ont aussi souffert de la destruction du patrimoine immergé. L'armistice de Panmunjom, excusez l'accent, en 1953, mettait fin à la guerre entre les deux Corées, mais n'établissait pas de manière claire les frontières maritimes entre celles-ci. Et évidemment, toute incertitude dans les traités de paix donne lieu à des conflits. Les actions de provocation menées en mer, en particulier par la Corée du Nord, l'utilisation des missiles et le pillage des épaves ont beaucoup contribué à la destruction et à la dispersion du patrimoine immergé, culturel immergé. Depuis 1971, à titre d'exemple, sur les 250 lieux de patrimoine culturel subaquatique d'importance recensés en Corée du Sud, 18 seulement
ont été excavés par les autorités étatiques. Alors, l'OTAN là-dedans. Aujourd'hui, l'OTAN ne dispose d'aucune définition ni de politique spécifique en matière de protection du patrimoine maritime subaquatique. Mais cette organisation s'efforce de développer depuis 2012 une meilleure compréhension et l'institutionnalisation d'une politique pour la protection de ce patrimoine culturel, évidemment qui inclut le patrimoine subaquatique. Alors, ceci pour éviter les actions de pillage. Cette initiative s'est traduite par la mise en place d'une procédure de planification des opérations respectueuses du patrimoine. Il est évident que sur la terre, c'est beaucoup plus visible et je dirais beaucoup plus facile, plus évident de travailler. Sous la mer, c'est un petit peu plus difficile. Et puis sous la mer, c'est pas connu, on le voit pas, donc on peut en profiter. Les responsabilités de l'OTAN pour la protection du patrimoine sont divisées en deux catégories, celle imposée par le droit international et celle imposée par elle-même par rapport aux valeurs de l'Alliance. Pour ce qui concerne le droit international, la presque totalité des États membres de l'OTAN ont signé et ratifié la Convention pour la protection des biens culturels, en cas de conflit armé de 1954 et les deux protocoles, de la même manière que la Convention de 2001 et l'UNCLOS. De plus, la protection du patrimoine comme valeur commune ou collective figure déjà dans le préambule du traité de l'Atlantique Nord, dans lequel il est indiqué que les États parties se montrent déterminés à sauvegarder la liberté de leur peuple, leur héritage commun et leur civilisation. Alors, la nature de l'organisation internationale OTAN ne lui permet pas de signer elle-même des traités internationaux. Cependant, l'Alliance montre l'intérêt qu'elle porte à la protection du patrimoine culturel et reste très respectueuse des dispositions de la Convention de 2001. Le rôle préventif de l'OTAN sur cette thématique s'exprime aussi directement dans la conduite des opérations. Ainsi, par le passé, pour les opérations qui ont été conduites en Libye, Unified Protector, ces opérations ont montré l'importance attachée au processus de ciblage et à la protection du patrimoine culturel. En décembre 2012, c'est un peu le début de cette prise de conscience vraiment sérieuse et rigoureuse et vigoureuse. Une étude dirigée par notre organisation qui nous donne le retour d'expérience recommandait une approche fondée sur 3 aspects: l'établissement d'une doctrine et d'une politique de protection du patrimoine culturel, la définition d'une procédure de planification et d'exécution des opérations dans le respect de ce patrimoine, et l'insertion du concept de protection du patrimoine dans les entraînements. Enfin, en juin 2015 à Sarajevo, à l'occasion des séminaires de la Science for Peace and Security Programme, Best Practices for Cultural Property Protection in NATO-led Missions, l'OTAN reconnaissait le rôle central que le patrimoine joue dans les conflits armés actuels. Et l'usage, par exemple, que l'EI fait de ce patrimoine, l'État islamique, en le détruisant comme une sorte d'outil politique, comme une source de financement avec le pillage, spécialement en Syrie et en Irak. Notamment, ce dernier pays possède un potentiel de richesse immergée incalculable, parfois appelé Bilad al-Rafidaim, le pays des 2 fleuves. Bon, je crois en français, c'est Mésopotamie, donc entre 2 fleuves, en référence au Tigre et à l'Euphrate. C'est une région qu'on identifie comme étant le berceau de la civilisation. Donc ce pays possède aussi 60 km de côte maritime dans le golfe Persique. Il est certain donc qu'à l'intérieur de ces eaux repose un abondant patrimoine laissé par les empires qui se sont succédés au cours de l'histoire de ce pays. Dans la situation de conflit permanent causé par l'EI, le patrimoine irakien est actuellement pris pour cible et fait l'objet de destruction et de pillage. Donc on constate, pour terminer cette approche de l'OTAN sur le patrimoine subaquatique, on constate avec les exemples de Corée, Sri Lanka et Irak
que les conflits armés et leurs effets indirects, le pillage, les explosions, la pollution maritime, affectent d'une façon tragique la conservation du patrimoine subaquatique. Mais de nos jours, les marines de guerre nationales et au sein de l'Alliance sont loin d'être nuisibles et disposent d'un potentiel réel pour garantir la protection des biens en mer, des biens culturels en mer, et sont en situation de pouvoir lutter contre le pillage en mer par les groupes et terroristes et autres qui se financent grâce à la revente de ces biens culturels. L'intégration dans les opérations de cette facette est importante et elle nous permet de pouvoir protéger des sites aussi bien qu'à terre qu'en mer. Cette nécessité doit permettre à terme d'empêcher toute action militaire nocive dans le voisinage immédiat des biens culturels, du fait des forces alliées comme du fait de leurs adversaires. Donc voilà un peu pour ce que fait l'OTAN, ce que pense l'OTAN, la réflexion. Alors, je vous l'accorde, c'est une réflexion qui est assez jeune, mais l'OTAN est une machine lente et efficace, et je ne doute pas qu'elle sera de plus en plus efficace pour protéger le patrimoine subaquatique. Maintenant, alors il y a la petite flèche. Donc, l'opération Sea Guardian, comme je l'ai dit, c'est une opération qui est héritière de l'opération Active Endeavour, qui était faite, comme vous le lisez sur cette diapositive, pour dissuader, défendre, couper et protéger les liaisons maritimes les liaisons et la zone contre le terrorisme maritime en mer Méditerranée. Voilà. Donc, c'est une opération article 5. Je vous ai donné les 3 missions principales. Donc, article 5, ça veut dire une défense collective. Maintenant, on l'a remplacé en évoluant en une opération de gestion de crise. Voilà, ce qui vous dit en 2015. Alors, l'opération Sea Guardian, donc, qui est héritière, vous pouvez lire les tâches qui ont été données pour cette opération. Le petit, enfin pas logo, mais un schéma, on pourrait dire, en bas à gauche, vous donne le MSO concept, Maritime Security Operation, et qui vous donne toutes les choses qu'une force à la mer peut, doit ou va faire. Donc, toutes ces tâches-là sont des tâches dont sont capables les bâtiments, une force à la mer, pour cet exemple, en mer Méditerranée. Je voudrais insister sur ce fait. Un bateau à la mer, quand il est en mer, est capable quasiment de tout faire parce qu'il ne dort jamais. Il est en permanence à la mer, il a quand même une longue autonomie et il est capable de faire à la fois de l'appréciation de situation, de l'entraînement, assurer la liberté de navigation, interdire des routes maritimes, faire attention à la prolifération des armes chimiques, protéger les infrastructures et de contrer le terrorisme. Alors, ceci c'est fait en mer internationale, en eau internationale. Il est évident que l'OTAN et une force à la mer respectent les eaux des territoires, des pays. Si cette force-là n'est pas autorisée à y rentrer, elle n'y rentrera pas. Voilà les missions que je vous laisse lire. Donc, l'important pour NATO et pour l'objectif politique qui est poursuivi derrière, parce que l'objectif militaire ne serait rien sans l'objectif politique. Donc, c'est vraiment, vous les voyez les 3, c'est vraiment de stabiliser la région et d'être là. Alors, d'être là comme une sentinelle, mais d'être là aussi comme un acteur de la région. Alors, il y a 40 ans, NATO disait, sur une aire d'opération, moi je suis le seul acteur, les autres, je m'en fiche, je fais mon objectif et après on voit. Maintenant, les choses ont évolué, et je dirais heureusement.
les choses ont bien évolué parce que NATO n'est qu'un acteur, et pas forcément le plus important, n'est qu'un acteur parmi d'autres entités, d'autres acteurs dans une région. Et donc là, le troisième point est important, ce n'est pas le seul stakeholder, ce n'est pas la seule partie prenante. Voilà. J'ai un dernier slide, je crois, mais qui n'est pas fondamental, que je peux vous laisser lire, mais bon, voilà. Le dernier point, NNE, c'est Non-NATO Entities. Hein. Donc, NATO est un des acteurs maritimes en mer Méditerranée pour cette opération Sea Guardian. Elle sait ce qui s'y passe. Elle peut, si les nations le voulaient, participer à la protection du patrimoine. Mais il faut que ça soit une décision politique. Et comme je dis tout le temps, et là où il y a une volonté, il y a un chemin. Alors c'est presque bijectif, s'il n'y a pas de chemin, c'est qu'il n'y a pas de volonté. Bon, il faut voir. Voilà, voilà, j'en ai... oui, ça c'est juste là, un peu le teaser Joint Operation Area. Donc c'est toute la Méditerranée dans les eaux internationales, hors eaux territoriales. Voilà. Et le NAC, donc, ce sont le Conseil des Nations, c'est le Conseil des Nations qui prend les décisions et qui ordonne à la force militaire d'exécuter des tâches que je vous ai données. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que cela aura été assez clair et je vous remercie de votre attention.